Bien, bonjour à tout le monde. Je m'appelle Ludovic Thierry Takam. Je suis ingénieur spécialiste de Infinet Wireless. Aujourd'hui, avec vous, nous allons donc parler de la réalisation des liaisons longue distance à plus de 50 km, 100 km, etc. Ce que je vous propose, c'est que, comme d'habitude, notre webinaire sera en deux phases. La première phase sera la phase de présentation, pendant laquelle je parlerai et puis je ferai un parcours sur ce que nous avons à faire. Vous m'écouterez. Et la deuxième phase, ça sera la phase des questions. C'est-à-dire que vous allez tout simplement, pour ceux qui ont des questions, vous notez tout simplement vos questions, ou du moins vous pouvez donc les écrire dans la fenêtre de chat. Et après la première phase, je vais donc passer à la phase de réponse à vos questions. Voilà. OK. Bon, sans plus tarder, nous allons donc commencer. Voilà, comme je l'ai dit, notre thème, c'est sur la réalisation des liaisons de longue distance. Alors, on y va sans plus tarder. Qu'est-ce qu'on verra donc dans ce webinaire? On va voir d'abord les exigences techniques principales, ce qu'il nous faut au préalable savoir côté technique pour pouvoir nous engager dans le chantier de cette réalisation de liaison longue distance. Et puis, on va voir également les principaux défis qu'on rencontre, les challenges qu'on rencontre lorsqu'on est face à ce genre de projet. On verra ça un peu plus dans le détail. Et puis, dans la troisième partie, on étudiera donc certains cas. Donc, on va voir certains cas réels, certains cas pratiques que nous avons eu à réaliser et voir les résultats que nous avons obtenus, voir même quelles sont les difficultés qu'on a eues ou bien les avantages qu'on a eus. Et sur la base de cela, on aura donc quelques choses à gagner. Bien, généralement, dans les exigences techniques, la première des choses que nous devons faire, c'est d'obtenir les coordonnées GPS et les hauteurs des pylônes exacts pour pouvoir faire après une planification. Maintenant, la deuxième chose que nous devons également savoir dans les exigences techniques, c'est qu'on doit faire donc un balayage du spectre pour pouvoir identifier les fréquences disponibles. Et ça se fera donc sur chaque extrémité de la liaison. Et puis, au troisième point, on doit donc procéder à l'estimation pour évaluer en quelque sorte les performances que nous pouvons avoir lorsque nous allons réaliser notre liaison. Et toujours dans cette phase-là, ça va nous permettre également d'avoir donc de voir la trace de notre lien. Maintenant, en quatrième position, nous allons donc sélectionner ou bien choisir le type d'antenne appropriée. Et ceci, bien sûr, en fonction de la distance et aussi du débit qu'on aimerait avoir. Ça nous permettra donc d'avoir des idées sur l'antenne. Et puis, en dernier point, nous allons voir donc comment est-ce qu'on se prépare avant d'aller sur le terrain pour pouvoir installer nos équipements. C'est-à-dire faire une configuration dans son bureau et pouvoir tester les équipements avant de les envoyer donc sur le champ. Maintenant, pour la collecte des coordonnées GPS, on passe directement pour la collecte des coordonnées GPS puisque c'est le premier point dans les exigences techniques. On a plusieurs méthodes pour pouvoir collecter les coordonnées GPS. Ces méthodes sont fiables, mais il y a des spécificités à chaque méthode. Par exemple, dans la première méthode, on parle de trouver les coordonnées GPS sur un site Internet, par exemple.
C'est aussi faisable. Il y a plusieurs méthodes, par exemple l'adresse et puis directement les coordonnées en faisant une recherche sur Google, l'adresse du lieu et puis on peut donc sur la carte obtenir les coordonnées. Ou alors en utilisant une carte en ligne avec le profil du terrain, on peut donc cliquer et avoir immédiatement les coordonnées GPS. Troisième possibilité, on peut utiliser tout simplement la carte Google Earth pour piquer également les coordonnées sur la carte. C'est également faisable. Mais toutes ces méthodes-là, elles sont vraiment approximatives. Donc, toutes ces trois méthodes-là, elles ne sont pas du tout très exactes. Elles ne sont pas recommandées, en fait, ces trois méthodes. Ce qui fait que, généralement, il est conseillé d'aller sur le lieu pour pouvoir accéder aux coordonnées GPS beaucoup plus précises en utilisant donc un récepteur GPS. Donc, c'est la meilleure solution parce que ça nous permet d'avoir les coordonnées exactes. Vous savez, généralement, lorsque vous partez sur la carte, vous cliquez, parfois il y a les incertitudes, je ne sais pas, des mesures, ainsi de suite, donc ce n'est pas toujours fiable. Et généralement, lorsqu'on utilise donc cette troisième méthode-là, on peut le faire plusieurs fois, c'est-à-dire on peut piquer les coordonnées avec un récepteur fiable et le faire même 5 fois, par exemple, pour pouvoir établir une certaine valeur intermédiaire entre les points pour avoir une bonne fiabilité. Voilà. Et puis, on a parlé donc après avoir obtenu les coordonnées GPS, on a parlé donc du scan du spectre. Le scan du spectre, ça nous permet déjà de voir ce qui se passe dans l'espace fréquentiel. Ceci, c'est question de choisir déjà les fréquences libres, donc les fréquences les plus claires, les plus clean, comme on le dit souvent là, pour pouvoir utiliser ces fréquences, question d'établir la liaison. Et ce balayage doit se faire dans les deux extrémités de la liaison, c'est-à-dire que sur le point A et sur le point B. C'est très important. J'espère que vous voyez bien mon écran. Voilà. Oui, je disais donc, j'espère que mon écran est visible pour tout le monde. Je l'espère bien. En mettant juste un plus pour confirmation. D'accord. OK, c'est bon. On continue. Donc, je disais tout simplement que voilà, on doit faire donc effectuer le scan de spectre sur les deux extrémités de la liaison pour être sûr que nous sommes en possession des fréquences libres. Comme vous le voyez, on peut donc avoir des espaces de fréquences là, par exemple, choisir une fréquence dans cet intervalle indiqué, sachant que ce n'est pas obstrué. Par conséquent, là, on voit bien qu'il y a du bruit. On voit bien qu'il y a du bruit, donc on gagnerait à choisir, par exemple, des fréquences qui sont libres pour l'établissement de notre liaison. Bon, contrairement à la lutte contre les interférences, ça viendra après avoir, par exemple, établi notre liaison. Donc, ça viendra dans ce qu'on va appeler le tuning de la liaison, si à jamais on est face à ce genre de problème. Maintenant, il faut donc effectuer la planification de la liaison sur l'infiplaneur. Et pour être outillé dans ce sens-là, j'ai donc là avec vous le lien sur notre outil de planification, infiplaneur. Voilà. Mon frère Samba ne voit pas mon écran. Mon frère Samba ne voit pas mon écran. Bon, je ne sais pas. Ça veut dire peut-être qu'il n'a pas choisi l'option vidéo.
Mon frère Samba, essayez s'il vous plaît de choisir l'option accepter le webinaire avec la vidéo activée. Essayez d'activer l'icône vidéo. Ça doit être en bas à gauche de votre smartphone ou bien de votre écran. Bon, puisque les autres voient la vidéo, ça veut dire que je pense que ce n'est pas un problème général. OK, merci. Je vous en prie de m'avoir excusé à lui répondre. Oui, donc je disais, voilà, si vous avez donc sur l'écran le lien qui permet donc d'accéder à l'outil de planification pour faire des simulations et tester donc la trace de la liaison pour avoir plus d'informations sur les hauteurs. Et puis, après cela, ça nous permettra donc de vérifier dans le profil de la trace, c'est-à-dire voir comment se comporte la zone de Fresnel en fonction des différentes hauteurs des pylônes. Et vous savez généralement que lorsqu'on est sur des grandes distances, il y a ce qu'on appelle, par exemple, si on est à 100 mètres, on voit tout simplement sur le profil de la trace, on voit donc cette courbe, vous voyez. On sait tous que la Terre est ronde et lorsqu'on va sur des grandes distances, on se rend compte que la Terre forme tout simplement une courbe. Or, ce qui fait en quelque sorte qu'à chaque point, il faut avoir des très grands pylônes. Par exemple, si on voit là sur le site D, il nous faut 230 mètres de hauteur de pylône et sur le site C, il nous faut environ 230 pour que la zone de Fresnel ne soit pas obstruée. Parce que si la zone de Fresnel est obstruée, on aura donc une barrière à notre faisceau qui doit donc se propager. Nous sommes là sur une distance de 100 km par exemple. Or, vous savez, généralement, construire un pylône de 230 mètres de hauteur, c'est encore beaucoup plus coûteux que le prix du projet lui-même. Ce qui fait que parfois, il y a des astuces je sais pas, passer peut-être par des répétitions, c'est-à-dire on va peut-être d'ici à là, peut-être à une distance de 50 km, on fait un bond et puis on redescend par exemple. Ou alors on peut saisir une montagne quelque part et puis partir de son sommet pour descendre, ça dépend. Voilà. Et généralement, lorsqu'on fait donc une planification, ça nous permet donc de faire des estimations du débit que nous pourrons avoir sur cette liaison. Par exemple, sur une distance, voilà, sur une distance, par exemple, de 160 km, en faisant une estimation, on peut avoir donc les tableaux et ce tableau de valeurs. Et sur ce tableau, on peut avoir ici là les différentes modulations et également le débit sur chaque modulation, comme vous le voyez là, en bidirectionnel, par exemple 64 mégabits, ainsi de suite, 235 mégabits sur la modulation QAMP 64. Et généralement, ça dépend aussi du type d'équipement que nous avons choisi. Par exemple, si on a choisi cet équipement, ça veut dire que cet équipement a la possibilité d'avoir un débit allant jusqu'à 280 mégabits, c'est le throughput, le net throughput, le net débit. Mais ici, déjà, sur cette modulation de QAM 64, il nous donne 255. Tout de même, comme vous pouvez utiliser des équipements qui ont cette capacité cette possibilité de nous donner une capacité beaucoup plus grande, environ que 1 giga et ainsi de suite. Lorsque nous utilisons toujours cet outil de planification, cet outil nous donnera les détails de l'alignement de l'antenne, c'est-à-dire qu'on aura donc un fichier PDF qui nous donnera donc des détails. Et ce sont ces détails-là que nous allons donc utiliser pour pouvoir mieux aligner nos antennes. C'est très, très, très important. D'où la nécessité de faire un bon survey, c'est-à-dire pour avoir des meilleures coordonnées GPS beaucoup plus précis pour après se servir de ces données-ci là. Vous voyez donc que sur le site A, on a les coordonnées GPS en latitude, en longitude. On a la hauteur minimale du pylône pour pouvoir, on a le degré d'inclinaison et puis on a également le beaming qui n'est rien d'autre que la rotation par rapport à l'azimut. Donc, on aura besoin de ces deux angles-là, c'est-à-dire l'inclinaison, soit comme ça là ou soit comme ça. Et puis la rotation par rapport à l'azimut. Vous voyez un peu. C'est-à-dire que si vous voyez, par exemple, on a de ce côté-ci là 298,
de l'autre côté, on aura 119. Ça veut dire que ça vous permet donc de tourner et de rattraper immédiatement le faisceau. Parce que lorsqu'on est sur des grandes distances, l'alignement, c'est une chose très qui demande à être faite avec beaucoup de précision. Bon, et maintenant, généralement, pour le faire aussi, il y a une exigence technique importante, c'est le choix de l'antenne. Généralement, lorsqu'on est sur des grandes distances, il nous faut choisir des antennes qui possèdent des grands gains. C'est très important. Et surtout, le facteur le plus important, c'est de choisir des antennes qui ont donc un faisceau étroit, c'est-à-dire des faisceaux qui permettent de concentrer le flux. Voilà, donc par exemple, si on prend un faisceau qui ouvre à 90, on ne va pas loin. Mais par conséquent, si on prend un faisceau qui ouvre par exemple à 4 ou bien à 5 degrés, ça veut dire que c'est une torche qui va plus loin. Certes, l'alignement sera difficile, mais on aura un bon signal et de l'énergie suffisante pour pouvoir booster sur une grande portée. Donc ça, ce sont des éléments importants. Et vous savez très bien que lorsque vous avez obtenu les meilleures coordonnées GPS et que vous avez respecté donc les éléments qui vous sont donnés dans le fichier PDF, ça vous permet donc d'aligner le plus vite possible vos deux faisceaux pour qu'ils se coincent le plus rapidement possible. Or, si vous aviez pris au départ des coordonnées erronées, ça veut dire que vous serez loin de vos objectifs et vous passerez beaucoup de temps pour les alignements. Voilà, donc je disais donc que c'est mieux d'avoir donc des antennes avec des faisceaux très étroits, très étroits. Voilà. Bon, et puis on a parlé également de la préparation avant d'aller sur le terrain, c'est-à-dire quoi, dans votre laboratoire, il faut donc faire une installation pour pouvoir vérifier les paramètres, c'est-à-dire la configuration, se rassurer que l'équipement que vous avez en main est fonctionnel. C'est très important parce que ça ne sert à rien d'aller sur le champ, tester les équipements et peut-être qu'on a fait des erreurs sur la configuration et on est en train de chercher, à établir la liaison. Donc, ce n'est pas conseillé. Voilà. Et notez aussi que c'est un paramètre très important. C'est que lorsque vous avez les antennes avec un gain assez élevé, il est vraiment recommandé d'utiliser des atténuateurs lorsque vous êtes dans votre laboratoire pour pouvoir établir une liaison. Parce que ne partez pas dans une salle, prendre deux antennes que vous mettez face à face, qui ont peut-être un coefficient d'amplification d'environ 34 décibels et vous établissez une liaison. Vous risquez donc de détériorer donc vos modules radio. Donc, ce n'est pas conseillé. Il faut utiliser des atténuateurs, donc des câbles radio avec atténuateur pour pouvoir et aussi réduire au minimum possible la puissance de sortie pour ne pas se retrouver en train de détruire vos équipements. Et nous recommandons généralement, lorsqu'on veut établir donc les liaisons de longue distance, d'utiliser le micro-logiciel TDMA. Parce que nous avons du TDMA, nous avons du POLINK, mais nous recommandons beaucoup plus le TDMA. Ceux qui ont suivi le webinaire de la fois passée sur la planification radio avec la gestion de la synchronisation et tout, j'en ai vraiment parlé, mais s'il y a des questions, on pourra toujours les poser. Et généralement, en cas de longue distance, il faut toujours utiliser les puissances les plus élevées, c'est-à-dire que régler la puissance, le TX power, c'est-à-dire que la puissance de transmission le plus haut possible pour pouvoir donner plus d'énergie à votre signal. Parce que vous savez très bien que la portée, c'est le rapport
puissance de sortie plus ce coefficient d'amplification. Donc, ce sont ces deux paramètres-là qui vous permettent d'atteindre un signal assez élevé. Voilà. Et généralement, lorsqu'on est toujours dans la planification, il faut installer les équipements le plus haut possible pour pouvoir surmonter donc cet obstacle dont on a vu tout à l'heure, c'est-à-dire le globe qui permet d'avoir, je ne sais pas, une certaine courbature lorsqu'on va sur une grande distance et qui peut influencer notre liaison. Donc, c'est un des défis qu'il faut relever, c'est-à-dire que réussir à atteindre donc ces hauteurs-là, c'est important. Et puis, le deuxième défi, le deuxième challenge ici, là, c'est la précision dans l'alignement de l'antenne. C'est très important parce que aligner une antenne, si vous avez raté au départ même la position, vous pouvez être en train de torcher, je ne sais pas, à gauche ou à droite, alors que votre antenne de distance n'est pas aussi rapprochée de votre cible. Donc, l'alignement demande une bonne précision. Et il faut également, généralement, on parle de la sélection des fréquences. Certains parlent de 3 gigas, d'autres parlent de 5 gigas. Donc, on verra plus tard pourquoi 5 gigas, c'est beaucoup mieux. Bon, parlant donc de la hauteur des antennes là, généralement, lorsqu'on réalise les distances de les faisceaux de longue distance, avec Infinet, les équipements sont illimités en termes de distance. Je dis bien illimités. Ça veut tout simplement dire quoi? Que si vous voulez établir une liaison même sur une distance de 200 km, vous pouvez le faire. Ça dit que techniquement, les équipements Infinet le font, techniquement. Maintenant, la seule difficulté que vous pourrez avoir, c'est de trouver donc cette trace-là qui vous permettra donc d'établir cette liaison sans toutefois être obstrué, sans toutefois avoir donc la zone de Fresnel obstruée par peut-être le rayon au but de la Terre. Vous voyez un peu. Or, ici, là, j'ai en face de moi là, donc, un cas très réel et très vrai. Vous vous rendez compte, là, c'est sur une distance de 160 km. Or, ici, là, c'est un exemple qui est vrai et qui est réel et qui est réalisable. Ça, c'est dans un pays d'Afrique qu'on appelle le Cameroun, qui a une montagne très haute de 4100 mètres qui s'appelle le mont Cameroun. Or, sur le mont Cameroun, déjà, on peut exploiter, par exemple, cette montagne-là et à partir de là, établir donc plusieurs liaisons sur de longues distances. Et ici, on se rend compte que la hauteur du pylône qu'on va déposer sur la montagne ne sera pas grande, environ 30 mètres, voire même moins. Et de l'autre côté, vous voyez donc, avec juste 30 mètres, si on exploite bien le relief que nous avons, on est capable de réaliser de très longues liaisons. Donc, c'est très important. C'est le challenge principal, c'est-à-dire que la hauteur des pylônes pour permettre donc une zone de Fresnel dégagée. Voilà. Bon, parlant donc de l'alignement de l'antenne, parlant de l'alignement de l'antenne dans les longues distances, comme je le dis, le défi, c'est l'alignement. Or, vous réussissez ce challenge déjà dans un premier temps lorsque vous avez obtenu les meilleures coordonnées GPS, lorsque vous avez déterminé les meilleures hauteurs des pylônes et lorsque vous avez également téléchargé le fichier PDF que notre outil vous donne et qui vous permet donc d'ajuster les angles à l'aide de votre boussole. Vous pouvez donc déposer et localiser l'angle qui est indiqué sur le fichier d'un côté et de l'autre côté, vous allez également faire la même chose et vous allez directement être en liaison le plus rapide possible.
Donc, c'est important. Et nous avons donc fabriqué également un nouveau kit de montage qui nous permet de réaliser donc ces alignements-là de manière aisée. Parce que vous savez, généralement, lorsqu'on est sur une distance, par exemple, de 100 km, vous prenez une antenne que vous tenez comme ceci. Si vous tournez, par exemple, là, ou bien là, à gauche ou à droite, avec peut-être un pas qui est légèrement, je ne sais pas, environ même 2 mm, vous décalez de 2 mm, le décalage du faisceau que cette antenne va faire à une distance de 100 km, seulement en termes de décalage vers l'objectif ou bien hors de l'objectif, vous pouvez vous retrouver à une distance facilement même de 1 à 2 km. Je dis bien de 1 à 2 km. Essayez de faire un calcul. Vous prenez juste un triangle rectangle, par exemple. Vous faites une distance de 100 km. Vous mettez peut-être un angle que vous rotez tout simplement de 1 mm. Vous voyez donc ce qui va se... Vous voyez donc quelle sera la mesure du côté opposé à votre angle. Donc, ça sera vraiment grand. C'est pour cela qu'il y a donc cet équipement qui a été conçu qui permet de faire des rotations de manière beaucoup plus précise en tournant donc sur ce bouton. Ça permet donc de faire une rotation dans le sens de l'inclinaison, c'est-à-dire du tilt, de manière très millimétrée, pour éviter donc de tomber dans ce genre de situation. Et là, ça permet également de roter donc dans l'autre sens, dans le sens de l'horizontale. Donc, le sens, on appelle ça de l'azimut, dans le sens de l'azimut en bas, et puis là en haut, c'est dans le sens de vertical. Donc, je vais donc me permettre de vous faire voir cet équipement. Donc, c'est ça. C'est ça. Donc, lorsque vous tournez, même avec une main là, vous n'avez pas besoin de beaucoup donc, vous tournez. Il y a ça et il y a également ça. Vous tournez et puis l'alignement de l'antenne est facile. Vous partez doucement, très doucement, sans toutefois avoir besoin de tenir et puis de bagarrer là. Ça sera difficile et ça prendra beaucoup de temps. Voilà. Et ça vous permet déjà que lorsque vous alignez déjà, comme vous le voyez, vous avez donc sur l'antenne, vous avez donc ici là des diodes, des LED, donc des diodes électroluminescentes qui vous permettent donc de déterminer donc le niveau d'alignement. Dans un premier temps, vous allez voir donc ici là, vous allez voir donc sur la LED, sur la diode électroluminescente d'en bas ici là, RF, c'est pour la radio. C'est-à-dire que lorsque vous allez être en train de faire votre alignement, elle sera en train de clignoter parce qu'elle est en train de rechercher donc l'autre clignoter. Une fois apparue, elle cesse de clignoter directement, la liaison est déjà établie. Ça veut dire que même le technicien qui est sur le pylône, il est déjà au courant qu'il a la liaison et il est maintenant capable d'ajuster le niveau en regardant donc sur les autres lettres qui nous donnent tout simplement le niveau du RX, c'est-à-dire le niveau de réception du signal. Et plus donc ces diodes électroluminescentes seront donc illuminées vers le haut, plus on est en train d'atteindre donc la meilleure position de l'antenne. Vous voyez là, c'est ça. Donc c'est très facile comme ça et très confortable. Voilà. Généralement, lors de l'établissement des liaisons de longue distance, il est toujours conseillé, dans un premier temps, d'utiliser, d'utiliser de réduire la largeur du canal, donc la largeur de bande là. Il faut réduire la largeur, prendre une largeur la plus réduite possible. Et ensuite, vous fixez donc le débit au débit minimal, c'est-à-dire que le bitrate, ce qu'on appelle le bitrate,
le débit binaire, vous le mettez au minimum possible. Ici, là. Vous voyez, vous le mettez au minimum possible. Ça permet donc un fonctionnement sur une basse modulation. Donc, ça vous permet donc de fonctionner sur la plus basse modulation. Et à partir de ce moment-là, donc, il y aura donc une très haute sensibilité. Oui, il y aura donc une très haute sensibilité qui vous permettra facilement et rapidement donc d'aligner votre antenne. Mais surtout, il faut avoir donc la puissance de transmission au maximum activée. Donc, si vous avez au préalable réduit dans votre laboratoire la puissance le TX Power, donc la puissance de transmission, pour pouvoir régler et faire des tests dans votre laboratoire, n'oubliez pas, avant d'aller donc sur le terrain, il faut donc régler cette puissance au maximum. Mais lorsque vous réglez donc cette puissance au maximum, tenez compte donc des limites que l'organe de régulation des télécoms vous offre souvent, donc des limites du pire. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire le rapport entre la puissance de sortie et le coefficient d'amplification de l'antenne. Parce que dans certains pays, on fixe une certaine valeur qu'il ne faut pas excéder. Donc, lorsque vous augmentez la puissance de sortie, tenez compte de cela. Voilà. Nous avons parlé tout à l'heure du choix entre la 5 giga et la 3 giga. Donc, la sélection de la fréquence à utiliser dans la réalisation des grandes liaisons, ou du moins des liaisons de grande distance, est très importante. Lorsqu'on prend le cas de la 3 giga, on se rend compte que généralement, trouver des antennes externes, c'est-à-dire des antennes qui possèdent des grands gains, c'est souvent très difficile en 3 giga. Vraiment très difficile. C'est vraiment à peine qu'on réussit à trouver des antennes qui possèdent, je ne sais pas, 27, 29 décibels en 3 gigas. C'est difficile. Et deuxièmement, on se rend compte que toujours dans la 3 gigas, les équipements ont des modules radio faibles. C'est-à-dire qu'ils ont une puissance maximale de sortie d'environ 200 milliwatts. Or, nous savons très bien que pour booster notre signal le plus loin possible, on aura besoin donc d'une grande puissance de sortie qu'on associera donc au coefficient d'amplification de l'antenne externe, donc du gain, pour pouvoir aller plus loin et avoir un signal stable. Contrairement à la gamme de fréquences de 5 gigas où il est plus facile de trouver des antennes externes qui ont un gain assez élevé. On trouve facilement sur le marché des antennes qui ont même jusqu'à 40 décibels de coefficient d'amplification. Et ça nous montre déjà un peu qu'on peut aller à une très grande portée et obtenir des très grands résultats. Parce que cette puissance-là, ou du moins cette énergie-là, c'est aussi en rapport avec le débit et la stabilité de la liaison que nous cherchons à établir. Voyez. Donc, généralement, dans la gamme de 5 gigas, une des choses meilleures, c'est qu'on trouve donc des équipements. Donc, nous avons donc des équipements qui ont jusqu'à 500 milliwatts de puissance de sortie. Ça, c'est énorme. C'est vraiment énorme. Et ça résout donc ce genre de problème. Donc, s'il y a un choix à faire, bien sûr, je vous conseillerais d'aller toujours vers la 5 gigas lorsque vous voulez réaliser des grandes distances. Maintenant, nous allons passer à l'étude de certains cas. Donc, on va voir juste quelques exemples de liaisons qui ont été réalisées et voir ce que nous avons donc obtenu. Ça, vous avez déjà des liens là, vous pouvez donc les vérifier en allant peut-être dans les sites de ces sociétés-là et vous pourrez donc avoir plus d'informations, comment ça fonctionne. Ça, c'était au Mexique, par exemple, dans la ville de Zamorano avec la société Cuyacam. On a réalisé donc une liaison sur une distance de 107 km. On avait utilisé, regardez très bien, vous voyez qu'on avait utilisé là
tout simplement une antenne OMX en 6 Go. Et cette antenne OMX en 6 Go n'a que, je vous rappelle, ce n'est que 200 milliwatts de puissance de sortie. Donc, vous pouvez avoir mieux si on utilisait, par exemple, un équipement qui possède donc 500 milliwatts. Mais ici, il y a la puissance de, pardon, il y a le coefficient d'amplification de l'antenne externe qui est de 36 décibels. Voilà. Et avec ça, on a pu obtenir un débit réel allant jusqu'à 200 mégabits par seconde. Donc, voilà donc une capture de l'écran de cette liaison-là. Vous voyez donc le bitrate est à 200 à 240. Voilà, la distance peut être donc visible en bas là, 107 km. Voilà la distance qu'on avait obtenue. Et puis, je vous parlais du micro-logiciel TDMA, comme vous le voyez là. Voilà. Bon, si on va toujours au Mexique, c'est toujours avec la même société, ça nous permet donc de voir comment était la trace, le profil de cette trace-là et quelles étaient les distances. Vous voyez là, donc ici, c'était 30 mètres de pylône sur le site A et on avait 50 mètres de pylône sur le site B. Voilà. Vous voyez donc la trace, ça c'est le relief avec des collines, ainsi de suite. Maintenant également, le test de performance nous a donc présenté ceci. Généralement, lorsque vous réalisez une liaison, vous pouvez donc immédiatement effectuer un test de performance pour voir la capacité ou du moins le débit obtenu. On a fait ce test en bidirectionnel, donc dans les deux sens. Ce qui fait qu'en faisant donc une addition entre les deux capacités, on a 98,5, 98 500 et 98 500. Donc en faisant une somme, c'est environ 180 quelque chose, presque 200 mégabits comme il était indiqué là-bas. Et ça, c'est parce qu'on avait utilisé une radio qui avait un débit max peut-être de 280 mégabits. Or, si on augmente la puissance de sortie, la taille de l'antenne et on choisit également un autre équipement, on a un débit plus grand. Ça, c'est en Afrique. Ça, c'est ici en Tanzanie avec la société qui s'appelle Zanklink. C'était sur l'île du Zanzibar. On avait utilisé ici l'antenne externe, une antenne externe qui avait un coefficient d'amplification de 38 décibels. Vous voyez qu'en 5 gigas, on a des antennes vraiment beaucoup plus puissantes. Et on a utilisé l'équipement XG1000, c'est-à-dire que cet équipement est capable de nous donner jusqu'à 1 gigabit. Et c'était sur une distance de 60 km. 60 km. Vous voyez ici, ce qui est encore plus intéressant ici, c'est que nous étions donc sur la traversée de, je ne sais pas, c'est l'océan, voilà. Ici, vous voyez, compte tenu donc des obstacles par rapport à la réflexion, ainsi de suite, sur la surface de l'eau, on a obtenu un très bon résultat. Regardez la hauteur des pylônes qui avaient été utilisés, 60 mètres sur le point A et 60 mètres sur le point B, et la distance que vous voyez. Vous voyez donc là le profil de la trace. Voilà. Et une chose intéressante à savoir, c'est que lorsque vous voyez déjà ce spectre, il est suffisamment obstrué. Mais ce qui est intéressant, c'est que malgré ces conditions, c'est-à-dire malgré ces conditions, s'il faut revenir par conséquence au spectre de tout à l'heure que je vous ai montré, si vous permettez là. Voilà, si vous le permettez. Voilà. S'il faut revenir, par exemple, vous voyez donc que ce spectre est vraiment clair, par endroits propres et sans bruit. Vous voyez, idéal. Mais par conséquent, lorsqu'on était du côté du Zanzibar, en Tanzanie, malgré le mauvais spectre, on a donc dû faire une très bonne réalisation.
Donc, on se rend compte que malgré que le spectre était aussi mauvais, on avait donc eu de très bons résultats. Voyons ce qu'on a eu comme résultat. Ça, c'est le spectre de l'autre côté. Ça dit que tout à l'heure, c'était le spectre sur le site 1 et maintenant, ça, c'est le spectre sur le site 2 puisqu'on recommande toujours de faire un spectre sur les deux sites pour pouvoir choisir une fréquence propre, commune aux deux sites. Voilà donc le débit qui avait été obtenu, vous ne croyez pas, presque 700 mégabits par seconde, donc 682, presque 700 mégabits. Voilà donc la capture d'écran de l'interface web. On voit là en TX. Voilà, on a ici là 101 mégabits et ici là on a 581 mégabits. Donc en sommant donc les deux, ça nous donne environ 682, presque 700 mégabits, ce qu'on avait obtenu. D'aucuns vont se demander pourquoi on a 100 mégabits ici là et 580 mégabits. C'est tout simplement parce que on a donc cette configuration en ratio downlink, uplink. C'est-à-dire qu'on peut choisir d'orienter le trafic montant par rapport au trafic descendant suivant un certain quota. C'est-à-dire, je peux décider d'envoyer peut-être, comme ici là, 16% du débit en montée et ici là, 84% du débit en descente. Tout de même, comme on pouvait choisir de faire un quota, par exemple, de 50-50, c'est-à-dire on pouvait avoir sur les 680, on pouvait avoir environ 300, je ne sais pas, 50 en montée et 350 en descente. Voilà. Ça, c'est avec la XG1000. Voilà également un très gros vous voyez donc un très gros défi. Ça, c'était au Moyen-Orient. Un très gros défi sur une distance de 149 km. 149 km, voilà, c'était là. Donc, on avait donc obtenu un débit allant jusqu'à 50 mégabits. Mais tenez-vous tranquille, c'était avec une antenne de 34 décibels. Donc, on pouvait installer peut-être 38 décibels et utiliser peut-être l'appareil, par exemple, on pouvait utiliser l'appareil, par exemple, XG1000, on aurait obtenu, je ne sais pas, ce débit peut-être 5 fois, 10 fois plus, pourquoi pas. Si on avait également installé, par exemple, 40 décibels d'antenne ici, là, donc c'est faisable, c'est possible. Là, nous avons donc des cas réels. En Colombie, sur une distance de 103 km, en 6 gigas également, ça veut tout simplement dire que la puissance de sortie n'était que de 200 milliwatts et 34 décibels d'antenne externe. Nous avons obtenu un débit qui allait jusqu'à 100 mégabits. C'était avec la société Telebucamaranca. Voilà, en Colombie. Donc, quand je vous donne les noms, ça veut dire que vous pouvez aller sur les sites Internet de ces sociétés-là et puis vous cliquez et vous entrez en contact avec eux et vous partagez donc avec eux vos expériences. Voilà. Et déjà, je vous remercie. Ça, c'était déjà la fin de la première partie du webinaire. Je profite donc pour vous dire que nous allons passer à la deuxième partie. Je vous remercie déjà pour votre attention. Et pour nous contacter, vous avez donc le site de l'Académie Infinite Wireless et puis mon adresse personnelle en cas de difficulté, en cas de problème, vous pouvez m'écrire. Bon, nous allons donc passer à la phase de réponse aux questions. Donc, si vous avez là des questions, je vous prie de bien vouloir les poser et puis nous allons donc, je vais donc répondre à vos questions. Toutes les questions, vous pouvez les poser. J'espère que finalement, mon frère Samba a pu
mettre à jour donc son écran et qu'il nous suit bien. Alors, y a-t-il des questions? Parce que s'il n'y a pas de questions, ça veut dire soit on n'a rien compris, ou alors soit on a très bien compris. Les deux choses l'une. Soit on n'a rien compris, soit on a très bien compris. Alors, j'attends donc vos questions. Y a-t-il des questions? Blériot, y a-t-il des questions? Pas de questions. Famara, mon frère Évariste. Je vais dire spécialement à Évariste Priviet. OK. Y a-t-il des questions? Si c'est clair pour tout le monde. Oui, il y a Fatima, s'il vous plaît, est-ce qu'on pourra obtenir le support? Oui, Fatima, le support, je vais vous l'envoyer. Je vais vous l'envoyer. Vous avez donc là mon adresse email. Vous avez là mon adresse email. Vous pouvez m'écrire et puis je vous envoie le support, ou alors vous pouvez donc vous connecter au site de l'Infinite Wireless Academy et vous aurez le support. Donc d'ici maximum 2 jours, le support sera déjà en ligne. Et si vous êtes dans notre groupe WhatsApp également, on vous annoncera et on vous donnera un lien sur le support. Donc, posez toutes les questions, toutes les questions. Et je dis toujours, si vous avez des préférences, si vous avez des thèmes sur lesquels vous aimeriez qu'on prépare un webinaire pour vous, n'hésitez pas de me le faire savoir. Et puis, on va donc programmer ces thèmes dans vos prochains webinaires. Et si vous avez des difficultés, n'hésitez pas également. Voilà, il y a donc mon frère Blériot qui demande, j'aimerais savoir pourquoi le micro-logiciel TDMA utilise la technologie TDMA, pas une autre technologie. Voilà, j'ai parlé de préférence le micro-logiciel TDMA pour le simple fait que déjà, il y a le micro-logiciel ProLink et il y a le micro-logiciel TDMA. Et ces deux micro-logiciels ont deux types de fonctionnement différents. Par exemple, le micro-logiciel ProLink fonctionne sous forme de marqueurs. Ça veut dire le ProLink envoie des marqueurs et il attend jusqu'à ce que le marqueur lui soit remis pour qu'il puisse transmettre les données. Contrairement en TDMA, le TDMA divise donc ses séquences de transmission et réception par temps. C'est-à-dire qu'il y a un temps pour la transmission, il y a un temps pour la réception. Or, nous recommandons la TDMA pour les liaisons de grande distance lorsqu'on est en train de faire un tuning, lorsqu'on est en train d'établir la liaison, parce que on n'aura pas besoin d'attendre la réception pour pouvoir envoyer les nouveaux paquets. Contrairement au ProLink, lorsqu'on envoie un paquet, on attend. Et puis après, le time life du paquet est épuisé et puis on aura donc une perte de paquet. Mais contrairement avec le TDMA, il envoie le paquet pendant un certain temps, que ce soit reçu ou pas, le paquet, le temps de transmission est arrêté et il relance immédiatement avec l'autre séquence de transmission. Ce qui permet ici, là, de mieux faire l'alignement lorsqu'on a déjà atteint, lorsqu'on a déjà visé, c'est-à-dire lorsqu'on a déjà pointé l'antenne, de mieux l'aligner en utilisant donc les temps de transmission, c'est-à-dire qu'on va se rendre compte qu'il y a amélioration immédiatement au fur et à mesure qu'on déplace l'antenne. Parce qu'on transmet ces paquets-ci, on reçoit donc le paquet avec une certaine stabilité, avec un certain bon pourcentage en termes
en termes de latence, par exemple. Voilà. Et immédiatement, c'est visible. Contrairement au polling où il faut envoyer, et si par conséquence, on est mal aligné ou bien on reçoit mal, il va falloir attendre pendant longtemps. Et on peut se voir en train de perdre les paquets. Et c'est ce qui ne nous renseigne pas du tout. C'est un peu pour la raison pour laquelle on recommande toujours d'utiliser donc la TDMA. Voilà. Je vois ici quelle question je vois. Oui, les équipements, comment gèrent-ils TX lors de la transmission dans les environnements spécifiques? Comment ils gèrent le TX? Dans les environnements spécifiques, on vous recommande d'activer donc l'auto-transmission, l'auto-TX Power, c'est-à-dire la transmission automatique, la régulation automatique du TX Power. Ça veut tout simplement dire qu'en fonction de l'environnement, vous pouvez, la puissance de sortie peut soit augmenter, soit diminuer suivant le milieu. Donc, vous activez tout simplement le TX Power et puis vous mettez une fourchette. Par exemple, vous pouvez choisir de mettre peut-être à 20 dBm le seuil, vous fixez à 20 dBm et puis vous activez tout simplement le TX Power en auto-transmission. Ça veut dire que cette valeur de la transmission, de la puissance transmise va osciller de 0 à 20, en fonction donc de l'environnement. Voilà. J'espère que ça va. Le micro logiciel, oui. TDMA est-il un avantage conséquent pour les transmissions à longue distance? Oui, effectivement, TDMA est beaucoup plus avantageux, j'en ai dit. Et en TDMA, il est également recommandé d'utiliser la taille, les grandes tailles de la trame pour les grands débits. Donc, lorsque vous utilisez une grande taille de la trame, vous avez également un grand débit en TDMA. Transmission et TDMA est-il un avantage? Oui, effectivement. Est-ce que les équipements Infinet lors de la transmission dans des milieux difficiles ou en passant par la mer, quelles sont les méthodes mises en place par les équipements Infinet pour garantir un meilleur débit et un lien robuste? Voilà. Comme je le disais, généralement, à partir de l'outil InfiPlanner, ce que vous devez savoir, c'est que cet outil, lorsque vous faites entrer les coordonnées GPS, ça vous donne plusieurs éléments qui entrent dans le calcul de votre débit. Et cette application, dans sa formule mathématique de calcul, inclut certains paramètres ou du moins certains coefficients de la zone. Ça veut tout simplement dire quoi? Que la pluviométrie est prise en compte, je ne sais pas, le milieu instable de la mer est pris en compte. Or, l'outil de calcul, après avoir fait les calculs, vous permettra, en fonction du type d'antenne que vous avez choisi, en fonction du coefficient d'amplification, regarder maintenant ce qu'on appelle le Ferging Mage. Ça veut dire quoi? Ça veut dire la réserve en énergie qui vous permet de rendre le lien stable lorsqu'il y a variation du milieu. Et lorsque vous faites donc, je vais revenir encore pour vous montrer, permettez-moi que je revienne sur le résultat pour pouvoir vous montrer de manière concrète. Voilà. Voilà. Donc, lorsque vous avez dans cet outil de calcul, vous vous rendez compte que ici, cette colonne-ci, ça vous permet donc d'avoir une certaine forme d'énergie de réserve pour pouvoir stabiliser le lien, pour pouvoir stabiliser la liaison. Or, quand vous avez déjà 19,
15, ça veut dire qu'on a une très bonne capacité de réserve pour pouvoir stabiliser la liaison. Mais si par contre, nous, on avait ici, par exemple, 4 dB, ce serait déjà quelque chose de critique. Hein, ce serait déjà quelque chose de critique sur cette modulation-ci-là. Ça veut donc dire qu'on ne pouvait pas avoir 225 mégabits de manière stable sur la modulation comme 64. Mais lorsqu'on a jusqu'à 15 décibels de réserve en énergie, ça veut dire qu'on est bien positionné pour une bonne stabilisation de la liaison. Je vais donc... voilà. Je regarde donc la question suivante, c'est laquelle? Vous avez parlé de net throughput, c'est quoi le plus d'avoir des débits net throughput en équipement Infinet? Oui, le net throughput, ce n'est rien d'autre que le débit réel. Le débit réel. Donc, pas le bitrate, c'est le débit réel. Le net, le débit réel. C'est ce qu'on appelle le net throughput. Voilà. Il y a donc quelle question? OK. Oui, Blériot, d'accord. Pourrons-nous parler de la diversité lors de la transmission dans les environnements? Et effectivement, la diversité est également appliquée dans les équipements Infinet. Il suffit seulement lors de la configuration, vous pouvez donc choisir un certain croisement des antennes. Parfois, vous pouvez même choisir de transmettre en mode MIMO, c'est-à-dire que tous les signaux qui entrent sont transmis par un seul canal, ou alors tous les signaux peuvent être reçus par un même canal. Donc, c'est sous forme de configuration. C'est juste par configuration. On entre dans les équipements, on choisit le mode et généralement, on va appeler ça, parfois, on va appeler ça le MISO, ainsi de suite. Oui, également, la diversité est également un autre paramètre pour rendre la liaison plus stable lorsqu'on est dans des environnements difficiles, au-dessus de la mer, ainsi de suite. Effectivement, Infinet également le fait. C'est une très belle question. Oui, je vois donc là l'utilisation de l'OFRM en transmission. Ah, oui, également, oui, et ça dépend du type d'équipement que nous avions. Donc, nous avons plusieurs types de transmission suivant, ou du moins, nous avons plusieurs types de transmission suivant donc le type d'équipement que nous utilisons. Parce que nous avons des séries R5000, nous avons des séries XG, nous avons des Octopus, et à chaque type, à chaque plateforme d'équipement correspond donc son mode de modulation et de transmission, effectivement. Sur quoi se base-t-on pour faire un choix de modulation lors de la planification? Et quelles sont les attentes par rapport à un choix de modulation? Sur quoi se base-t-on pour faire un choix de modulation? Je dis bien, lorsqu'on est déjà dans les alignements, lorsqu'on est en train d'installer les liaisons de longue distance, j'ai parlé du choix d'une modulation, ou du moins du choix, je ne sais pas, oui, d'un débit binaire pour permettre une haute sensibilité et pour également permettre une bonne stabilité. C'est pourquoi
C'est parce que généralement, si vous voyez le tableau que je vous ai présenté tout à l'heure, vous allez vous rendre compte que sur des modulations telles que la QPSK, ce sont des modulations qui sont les plus stables et il y a également le schéma de codage. Lorsque on va en autre modulation, on se rend compte que le schéma de codage est très, très sensible. Vous voyez un peu, c'est très, très, très sensible. Mais par conséquent, lorsqu'on est en basse modulation, il y a un codage assez robuste et puis c'est l'équivalent d'une bonne stabilité. Donc, généralement, c'est pour cette raison-là qu'on recommande au début, lorsqu'on veut pointer l'antenne, on veut pointer, donc on a besoin d'une stabilité de la liaison pour pointer. Et cette stabilité s'obtient lorsqu'on est en modulation basse. Parce que ça ne sert à rien de pointer l'antenne lorsqu'on est en haute modulation et qu'il y a un petit problème, immédiatement, on perd immédiatement la liaison. Vous voyez un peu. Il va falloir revenir. On pourra être en train de peut-être rechercher ou bien en train d'attendre que l'environnement s'améliore pour que notre liaison soit de nouveau rétablie. Voilà, c'est ça. C'était pour mon frère Blériot. Y a-t-il d'autres questions? Oui, je vois encore une question. En termes de largeur de canal, les équipements Infinet ont une largeur de canal max de 80 MHz, comme tous les autres équipementiers ou bien? Non. Tous les équipements Infinet n'ont pas une largeur de 80 MHz de canal. Il y a certains équipements qui fonctionnent sur 80 MHz de canal. Ça, c'est le cas précis de l'équipement XG1000. XG1000 fonctionne avec une largeur de canal de 80 MHz. Mais ces 80 MHz, c'est divisé en deux canaux de 40 MHz. Donc ici, on ne parle pas de canaux consécutifs. Parce que contrairement à certains équipementiers, pour transmettre sur un canal de 80 MHz, c'est très difficile pour eux parce que ces 80 MHz sont de manière consécutive. C'est-à-dire, on va de, je ne sais pas, par exemple, de 1 à 80 MHz. Donc, on a un seul canal. Un seul canal. Or, généralement, avoir un canal de 80 MHz sans avoir des interférences sur peut-être la plage de fréquence de 5 MHz. Dans certains milieux, c'est difficile. Ce qui fait que beaucoup d'équipementiers ne peuvent pas faire face à ce challenge-là. Or, l'avantage qu'Infinet a ici, c'est qu'Infinet offre donc deux canaux séparés sur les 80. Ça veut tout simplement dire quoi? Que vous pouvez prendre peut-être un canal de 40 MHz, dans le spectre peut-être de 5, je sais pas, 9 à 5, je sais pas, à 5,80. Après, vous prenez peut-être un autre de 5, je sais pas, 50 quelque chose jusqu'à... Donc, vous pouvez donc vous arranger à placer deux canaux de 40 MHz, mais ça en choisissant un peu partout, surtout le diapason de 5 MHz. Vous savez que le diapason de 5 MHz avec Infinet, il est assez large. Il part de 4900 MHz à 6000 MHz. Donc, vous vous arrangez à choisir deux canaux de 40 MHz et puis vous configurez dans votre équipement. Et il y a aussi un avantage, c'est que vous pouvez faire des fréquences différentes. C'est-à-dire que vous transmettez en une fréquence et vous recevez en une autre fréquence. Aussi là, des techniques pour pouvoir contourner les interférences. Lors de votre présentation, j'ai remarqué que vous avez additionné les capacités des deux sens. Ça veut dire que nous faisons du full duplex avec des équipements. Oui, quand on parle, attention, quand on parle de capacité ici, là, lorsque vous envoyez et que vous revenez, la somme de ces capacités-là, c'est ce que nous appelons généralement la capacité agrégée, aggregate.
Ça veut dire que c'est la somme de tout. Lorsque je vous dis que nous avons 1000 mégabits par seconde, ça veut dire que 1000 mégabits, ça peut être 500 mégabits plus 500, c'est-à-dire 500 en montée, 500 en descente. Ça peut être 800 et 200. Donc, c'est la somme, c'est cette somme de capacité qui est souvent déclarée. J'ai fait un test bidirectionnel pour permettre donc de voir cela de manière beaucoup plus claire. Donc, quelqu'un peut décider, il choisit d'envoyer d'un côté, par exemple, 80 mégabits et de l'autre côté, 20 mégabits. Ça veut dire qu'il a choisi donc un ratio de 80%, par exemple, de 80 et 20%. Donc, c'est ce que ça veut dire. Donc, vous êtes libre à ce moment-là de configurer vos équipements comme vous voulez. Vous pouvez laisser de manière symétrique, c'est-à-dire 50-50, ça dépend de vous. Y a-t-il d'autres questions? Le support d'alignement est-il inclus dans le package ou il est payé à part? Non, le support d'alignement, il est inclus dans l'équipement que vous achetez. Vous avez donc le Mon Kit qui est donc dans l'équipement que vous achetez. Donc, tout ça, ça fait partie donc du complet qui est dans votre carton. Y a-t-il d'autres questions? Entre l'OFDM et la TDMA, qu'est-ce qui répond le plus à la diversité? Donc, qu'est-ce qui répond le plus à la diversité? Qu'est-ce qui répond le plus à la diversité? Ici, sur nos équipements R5000, nous pouvons avoir les deux. Nous pouvons avoir les deux. Et ici, là, je dirais tout simplement que la diversité ne sera pas en fonction de la modulation, ou du moins du type de modulation qui est choisi. Donc, je ne saurais vous répondre en disant que c'est la TDMA qui est mieux ou bien c'est l'OFDM qui est mieux dans ce sens. Non, je ne saurais vous le dire. Vraiment, je ne pourrais répondre à cette question dans ce sens-ci. Parce que si vous partez même en polling, vous allez également trouver, aussi l'OFDMA. Mais ici, quand je parle de TDMA, c'est beaucoup plus un micro-logiciel. Ce n'est pas le support, ce n'est pas le logiciel de base ici en transmission, mais ici, ça peut entrer donc dans l'algorithme pour les transmissions, dans l'algorithme pour la gestion de transmission des paquets, ainsi de suite. Donc ici, je pense qu'il n'y aura pas un effet majeur, à moins que je me trompe. Je dirais tout simplement, je ne pense pas. Je ne pense pas. Donc, à ce moment-là, il n'y a pas d'inquiétude. Puisque vous ne choisirez jamais, avec les équipements Infinet, de faire l'OFDM ou bien non, vous ne le choisirez pas. Puisque c'est déjà conçu au départ et c'est déjà incorporé suivant donc le type d'équipement, puisqu'il y a plusieurs catégories d'équipements. Par conséquent, sur les XG, vous aurez plutôt autre chose, ou bien sur les Octopus. Voilà. J'espère que, Fatima, j'espère que j'ai répondu à votre question. Ah, ok, ça marche. Lors de votre présentation, oui, le support de l'alignement
Le support d'alignement est-il inclus dans le package ou bien oui? J'ai répondu à cette question. Vos équipements sont-ils dotés des ports SFP sur toutes vos radios? Oui, nous avons donc des ports SFP. Le port SFP, c'est le port sur lequel on vient immédiatement connecter donc l'équipement à la fibre optique. Donc, nos équipements qui sont dotés donc des ports SFP, nous avons l'équipement Quanta, nous avons l'équipement XG 500, nous avons l'équipement XG 1000. Donc, tous ces équipements sont dotés donc, du port SFP. Ça veut tout simplement dire que vous pouvez partir de votre fibre optique juste connectée à l'équipement sans toutefois avoir besoin d'un TSN d'équipement intermédiaire pour donc faire passer votre liaison. Mais par contre, sur les équipements R5000, on a plutôt le gigabit Ethernet. Il n'y a pas de port SFP sur les équipements R5000. Mais sur les autres catégories d'équipements que j'ai citées, il y en a. Et sur les nouvelles stations de base R5000, E5000 qui sont presque prêtes, on aura donc également les ports SFP parce qu'on aura donc des stations de base qui auront l'ordre du giga, dont les capacités seront beaucoup plus énormes. Ça veut dire qu'on pourra donc connecter sur la fibre une station de base de 1,2 giga et ouvrir un secteur. Une autre question, je vois toujours de Famara. Vos équipements à la base font-ils du routing, du switching? Oui, également. Les équipements Infinet font du switching, du routing. C'est-à-dire qu'avec les équipements Infinet, vous pouvez configurer tous vos adresses IP. Vous pouvez donc également même activer, vous pouvez donc configurer même les NAT parce que les équipements Infinet font également du NAT. Les Infinet font également du DHCP, c'est-à-dire que la distribution donc automatique des adresses IP, ICMP. Bref, tout ce que les équipements, je ne vais pas prononcer le nom pour raison de publicité, bref, ce que beaucoup de routeurs, beaucoup de switches le font, Infinet a incorporé ça en un seul équipement. Ça veut dire qu'avec l'équipement Infinet, vous pouvez faire tout, c'est-à-dire du switching et du routing en même temps. Donc, un ISP peut utiliser l'équipement Infinet pour configurer tout à la fois. OK. S'il n'y a plus d'autres questions, oui, mon frère Évariste Passiva. OK. Donc, on va se revoir au prochain webinaire s'il n'y a plus de questions. Merci. Si c'est bien pour tout le monde, vous pouvez juste mettre un plus ou bien oui, merci. S'il n'y a plus d'autres questions, et je vous remercie beaucoup pour votre attention et j'espère bien vous revoir lors du prochain webinaire qui sera le mois prochain. Mon frère Sylvain, oui, merci. Merci à tout le monde. Bonne journée. OK, mon frère Samba, bonne journée. Il n'y a plus d'autres questions. Merci. Oh, beaucoup de plus, beaucoup de plus. OK. Merci, merci. Merci, mon frère Elie Manuel, merci. Donc, restez à l'écoute et puis n'oubliez pas, si vous avez des difficultés, posez-les et on pourra faire une réunion pour pouvoir parler des cas concrets. Si vous avez des problèmes en radio, si vous avez des problèmes en planification, si vous avez des choses que vous aimeriez comprendre, n'hésitez pas, écrivez-moi ou écrivez à l'Académie Infinet et on va donc préparer une séance de webinaire pour pouvoir donc répondre concrètement à vos questions.
Bon, je vous remercie beaucoup, mon frère Obed. Merci. Merci. Bon, au revoir à tout le monde. S'il n'y a plus de questions.